Voilà, et nous allons passer aux questions sur la spécialité du jour. Les questions sur la spécialité du jour. Et spécifiquement pour ce match, nous allons parler des questions sur la vascularisation de l'encéphale. Question à M. Moïse. Quelle artère constitue les réseaux artériels à la base de l'irrigation de l'encéphale? Quelle artère constitue les réseaux artériels à la base de l'irrigation de l'encéphale? Les artères carotides. L'artère carotide interne. 10 points à M. Moïse. Question à M. Augustin. Quelle artère constitue les réseaux artériels à la base de l'irrigation de la partie postérieure de l'encéphale? Les troncs basilaires. Les troncs basilaires ou l'artère basilaire. 10 points à M. Augustin. Question à M. Yanis. Comment appelle-t-on les réseaux de suppléance formés par les anastomoses des carotides internes et basilaires? Donc la circulation antérieure et postérieure. Le polygone de Willis. 10 points à M. Yanis. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à M. Benija. Les veines importantes du cerveau sont concentrées en grande partie dans l'espace subarachnoïdien. Donnez-en au moins une caractéristique. Donnez au moins une caractéristique de veine au niveau de l'encéphale. Bon, ces veines forment des sinus V2. Bon, une caractéristique qui est spécifique au fait au niveau à ces veines. Est-ce qu'on peut avoir une réplique au niveau de M. Augustin? Ce sont des veines qui sont fragiles. Bon, la spécificité, c'est que ces veines ne contiennent pas des valvules et elles n'ont pas de tunique. Est-ce qu'on peut encourager ces candidats pour ces réponses? Et les veines ne sont pas aussi satellites aux artères. Donc, c'est une spécificité des veines au niveau du cerveau. Nous allons parler des questions sur la prévention des AVC. Première question à M. Moïse. Quelle substance, contenue en grande quantité dans les poissons, plus dans les poissons gras, s'est avérée protectrice dans la prévention des AVC, soit dans la survenue des AVC? Réplique, M. Yanis. L'acide 3 oméga. Oméga 3, 10 points. Question à M. Augustin. Citez au moins 2 moyens de prévention de l'AVC. La meilleure prise en charge de l'hypertension artérielle, le règle génodiététique. 10 points à M. Augustin. Question pour informer et apprendre aussi à ceux-là qui sont à la maison. Donc, quelques mesures sont importantes à prendre en compte pour la prévention contre cette maladie que nous appelons AVC. Une alimentation saine, comme venait de le dire M. Augustin. Moins gras, moins salé, moins sucré. Il faut éviter de consommer le tabac, réduire la consommation en alcool et un exercice physique régulier, la marche, le jogging et faire régulièrement des bilans de santé complets. Nous continuons avec M. Yanis. Comment réagir devant une personne faisant un accident ischémique transitoire ou un AVC? Citez au moins un geste à faire lorsque vous êtes en présence d'une personne qui fait une crise. L'amener d'urgence à l'hôpital. L'amener, c'était simple. Est-ce qu'on peut l'encourager? Il est malin. Est-ce qu'on peut l'encourager? 10 points à M. Yanis. Donc, il y a quelques mesures. Déjà, il faut appeler les secours si vous n'êtes pas un spécialiste en la matière. Donc, nous avons les spécialistes en ces lieux. Nous pourrons avoir leurs contacts. Donc, vous pouvez les appeler lorsque vous êtes devant une personne avec faiblesse, d'installation brutale, vous avez une déviation de la bouche et tout ça. Vous devez appeler les secours. Si la personne a perdu de l'équilibre ou la personne veut tomber, il faut aider la personne dans sa chute afin qu'elle ne puisse pas se cogner la tête. Je crois que les professeurs vont nous parler des axos. Assurez-vous de la vacuité de voie respiratoire. Assurez-vous que la personne continue à bien respirer et placez la victime dans une position confortable qui lui permette de mieux respirer. On parle généralement de la position latérale de sécurité. Je crois que les spécialistes vont nous en parler encore davantage. Et si vous connaissez la prise des signes vitaux, vous pouvez prélever les signes vitaux pour avoir une idée de cela. Question à M. Benija, pour finir avec les questions axées sur la vascularisation. Existe-t-il de moyens pharmacologiques de prévention contre les AVC? Si oui, citez au moins un moyen. Oui, il en existe. Oui, par exemple? Bon, par exemple, en cas de cardiopathie emboligène, on peut prévenir en donnant, par exemple,
l'héparine à bas poids moléculaire. 10 points. On peut donner des anti-agrégants plaquettaires, par exemple, chez un patient qui a fait un AIT. Ça peut permettre aussi de prévenir les AVC. 10 points à monsieur Benija. Question éclair avant d'arriver à la fin de ces matchs santé quiz axés sur les AVC. Voilà, première question. Il s'agit des questions vraies ou faux. Les candidats n'auront à répondre que par vrai ou par faux. Chaque candidat a droit à 4 questions. Et c'est par là que nous allons départager nos candidats de ce match. 4 questions à monsieur Moïse. Vous répondez par vrai ou par faux. L'AVC est la première cause des décès dans les mondes. Vrai ou faux? Faux. Faux. 10 points à monsieur Moïse. Deuxième question. L'AVC atteint plus les hommes que les femmes. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Question à monsieur Moïse. La drépanocytose est un facteur favorisant la survenue d'un AVC. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à monsieur Moïse. Dernière question. L'AVC est une maladie héréditaire. Vrai ou faux? Faux. 10 points à monsieur Moïse. Nous allons avec monsieur Augustin. L'hérédité est un facteur favorisant l'AVC. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à monsieur Augustin. Le Covid-19 est un facteur des risques de l'AVC. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à monsieur Augustin. Troisième question. Le risque de développer un AVC hémorragique est plus élevé que celui de développer un AVC ischémique en cas de Covid-19. Faux. 10 points à monsieur Augustin. Dernière question. Le risque de développer un AVC est plus élevé dans les 3 jours suivant le diagnostic de Covid-19 plus que durant la période de contrôle. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, 10 points à M. Augustin. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Nous passons à M. Yanis. Les patients de jeune âge, c'est-à-dire de moins de 40 ans, ont un risque plus élevé de faire l'AVC que les adultes. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Yanis. Les patients âgés de plus de 60 ans ont un risque plus élevé de développer l'AVC que les patients jeunes après le diagnostic de Covid-19. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Question à M. Yanis. Tous les AVC se soignent par le traitement chirurgical. Vrai ou faux? Faux. Question à M. Yanis. Pour finir, l'AVC hémorragique est beaucoup plus fréquent que l'AVC ischémique. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Yanis. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à M. Benija. L'AVC se soigne aussi sans les interventions chirurgicales. Vrai ou faux? Faux. Ouais. Il y a des accidents ischémiques qui peuvent se prendre en charge avec certains médicaments. Question à M. Benija. Tous les AVC ont une manifestation au niveau de la face. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Benija. Troisième question à M. Benija. La prise des œstrogrestatifs est un facteur de risque de survenue des AVC. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à M. Benija. Et le dernier point, les AVC se manifestent par les atteintes au niveau des muscles. Vrai ou faux? J'allais dire, les AVC se manifestent par une faiblesse au niveau des muscles. Vrai ou faux? Faux. Ouais, on peut avoir une faiblesse musculaire en cas d'AVC. Est-ce qu'on peut encourager nos candidats, s'il vous plaît? Nous sommes donc arrivés au terme de ces questions et réponses. Nous allons donc appeler M. Soudila pour le comptage de points. Et nous serons donc les 2 candidats qui auront le plus de points et seront donc qualifiés pour la grande finale du tournoi Santé Quiz. M. Soudila, lorsqu'il va s'avancer, est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'il s'avance? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que nous pouvons encourager nos candidats qui ont compétit aujourd'hui?
Ils sont là devant nous parce que tous ont pu gagner un match santé quiz. Ils sont là devant nous parce que tous sont intelligents. Ils sont là devant nous parce que tous sont braves. Mais aujourd'hui, on va rester qu'avec 2 candidats qui seront obligés d'aller avec nous en finale. Et cela ne dépendra pas des questions qui seront posées hors ces lieux. Cela dépendra juste de tout ce que vous venez d'assister là. Nous avons monsieur Moïse Kapuku, monsieur Yanis Mansansa, monsieur Augustin Kobongo et monsieur Benidia Ilunga. À l'issue de cette rencontre, monsieur Moïse Kapuku nous sort avec 100 points. Monsieur Yanis Mansansa nous sort avec 130 points. Monsieur Augustin Kobongo nous sort avec 100 points. Et monsieur Benidia Ilunga nous sort avec 100 points. Alors, nous avons monsieur Yanis Mansansa qui est déjà qualifié. Et monsieur Moïse Kapuku, Benidia Ilunga, Augustin Kobongo devra discuter une place pour la finale. Merci. Voilà, nous sommes donc à cette étape où nous devons départager nos 3 candidats. Alors, nous allons donc donner la possibilité à chaque candidat de pouvoir répondre à 3 questions. À l'issue de cela, nous allons donc qualifier le candidat qui sera donc sélectionné pour la finale des matchs Santé Quiz. Voilà, nous sommes en train de parler du score des cotations de Nice à monsieur Moïse Kapuku. Le score des cotations de Nice, nous avons parlé d'un score qui était prédictif, mais qui était aussi diagnostique en matière d'AVC. Pouvez-vous nous citer au moins 2 éléments qui entrent dans la cotation du score de Nice? Nous avons la vigilance et la motricité. 10 points à monsieur Moïse. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Nous avons une question box pour monsieur Moïse. Alors, la question box pour monsieur Moïse, comment appelle-t-on cette représentation des différents organes au niveau du cortex cérébral? La somatotopie. 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Comment s'appelle ce neurologue qui a donné son nom à la représentation des différents organes au niveau du cortex cérébral? Faisons donc un bonhomme ou un homonculus. Penfield. 10 points à M. Moïse. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à M. Benija. Monsieur Benija, que signifie AIT? Accident ischémique transitoire. 10 points à M. Benija. Monsieur Benija, est-ce que vous pouvez épeler les mots cirirage? Il s'agit d'un score de cotation qui est de moins en moins utilisé, qui permet d'évaluer, de différencier un AVC selon qu'il est ischémique ou hémorragique. Pouvez-vous épeler cirirage? S, Y, R, R-I, R-A-G-E. La question tombe. Donc, c'était simple cirirage, S-I-R-I-R-A-J à la fin. Et la dernière question pour monsieur Benija. La prise du tabac est un facteur favorisant les AVC. Vrai ou faux? Oui. 10 points à monsieur Benija. Il a 20 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et notre dernier candidat, c'est monsieur Augustin. Alors, première question à monsieur Augustin. Quels médicaments sont indiqués pour la prévention des AVC chez une personne ayant développé un AIT? Les antiagrégables plaquettaires. 10 points à monsieur Augustin. Question à monsieur Augustin, encore une fois. L'AVC est une cause des avortements prématurés, vrai ou faux? Faux. 10 points à monsieur Augustin. Et troisième question, l'AVC est une maladie sexuellement transmissible. Faux.
10 points à M. Augustin. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Voilà, à l'issue de ces 3 questions, donc M. Benija a 20 points sur 30, M. Moïse a 30 points sur 30, M. Augustin 30 points sur 30. Est-ce qu'on peut les encourager? Nous allons passer à d'autres séries de questions afin de pouvoir départager nos 2 candidats. Je vais donc m'adresser aux 2 candidats. Nous avons 4 questions. 4 questions, 2 pour M. Moïse, 2 pour M. Augustin, avec possibilité de réplique. Première question à M. Moïse. Quelle artère, au niveau de l'encéphale, est responsable de la vascularisation de la partie antérieure du cerveau? L'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure. Réplique à M. Moïse. Monsieur. L'artère sylvienne superficielle. 10 points à M. Augustin. Deuxième question à M. Moïse. Quelle artère au niveau cérébral, dont l'atteinte est responsable d'une paralysie proportionnelle? Le territoire profond de l'artère sylvienne. Il s'agissait, réplique monsieur. L'artère sylvienne superficielle. L'artère cérébrale profonde, responsable de déficit moteur proportionnel au niveau de la face, au niveau du bras et de la jambe. Donc la question tombe. 2 questions à M. Augustin. Quelle artère dans l'atteinte est responsable du déficit moteur au niveau du bras et au niveau de la face? Quelle artère qui vascularise l'encéphale dans l'atteinte est responsable d'un déficit moteur au niveau de la face et au niveau du bras? L'artère sylvienne superficielle. Il s'agissait de l'artère cérébrale moyenne superficielle. L'artère sylvienne, vous avez parlé de l'artère sylvienne. 10 points à M. Augustin. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Dernière question à M. Augustin. Quelle artère dans l'atteinte est responsable de l'atteinte moteur au niveau des jambes? L'artère cérébrale antérieure. 10 points à M. Augustin. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Donc voilà, devant vous et devant ce merveilleux public, M. Augustin, et donc le deuxième gagnant de ce match santé quiz. Est-ce qu'on peut encore l'encourager, s'il vous plaît? Il est donc qualifié pour la finale qui se tiendra ce 26 février, ici même, dans la salle de la grande chaîne B1 Télévision. Alors, à l'issue de ces matchs, 2 candidats vont donc nous quitter. Ils ne sont pas déchus, c'est en cette demi-finale parce que ce sont des vainqueurs. Monsieur Benija Ilunga et Monsieur Moïse Kapuku nous quittent malheureusement aujourd'hui, mais nous avons réservé quelque chose pour eux de la part de notre sponsor Shalina. Je vais demander à Monsieur Christian de pouvoir nous apporter les cadeaux et je vais demander s'il vous plaît à Monsieur le professeur, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à encourager nos candidats. Vous allez symboliquement leur remettre les cadeaux. Monsieur Moïse Kapuku, si on peut les encourager, encourageons-le. Et Monsieur Benija, merci papa, vous pouvez remettre les cadeaux à titre symbolique à nos 2 candidats. Merci Monsieur Moïse, merci Monsieur Benija. Voilà, est-ce qu'on peut faire une photo des familles ensemble? Voilà, nous étions arrivés à la fin. S'il vous plaît, monsieur le professeur, nous allons vous retenir encore pour 1 minute et nous allons demander encore à monsieur Christian de ramener les cadeaux pour monsieur Augustin et monsieur Yanis qui sont qualifiés aussi pour la finale. Voilà, vous allez vous avancer pour recevoir vos cadeaux. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut faire aussi une photo des familles? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce que nous pouvons encourager les professeurs pendant qu'ils regagnent sa place?
Merci à vous tous. Voilà, comme nous l'avions dit, cette édition est spéciale. Pourquoi? Parce que nous sommes en compagnie des experts en matière. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir dans cette émission Santé Quiz les professeurs Daniel Okitundu, accompagné du médecin spécialiste en neurologie, le docteur Lissassi. Ils nous viennent du centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Voilà. Et je vais donc inviter aussi à l'estrade le docteur Lissassi. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager? Il est aussi spécialiste en neurologie du centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous accueillir au milieu de nous à Santé Quiz pour cette édition spéciale axée sur les AVC. Comme annoncé par le professeur, vous avez donc un travail sur la prise en charge des AVC. Ainsi donc, nous allons vous accorder la parole pour pouvoir nous parler en quelques mots de cette prise en charge. Merci beaucoup et merci aux organisateurs. Nous pensons que des moments comme ceux-ci sont importants pour donner les informations aux futurs médecins et même aux médecins qui sont là, parce que la prise en charge des AVC ne concerne pas seulement les neurologues ou les neuropsychiatres, mais c'est aussi une occasion pour nous de sensibiliser la population et de donner aussi des informations aux décideurs sur les difficultés que nous avons à prendre en charge les patients victimes d'AVC. Comme le professeur l'a si bien dit, nous avons mené une étude ici à Kinshasa dans 6 formations sanitaires, dont 2 de niveau tertiaire et 4 de niveau secondaire. Et nous avons parcouru un peu le dossier. C'est une étude rétrospective de 2013 à 2017 où nous avons eu à colliger 500 dossiers, donc 500 patients qui ont été soignés dans ces hôpitaux. Et nous avons relevé certaines difficultés par rapport à la prise en charge. Mais d'entrée de jeu, nous voulons dire que pour prendre en charge les AVC, il y a des principes à respecter. On a parlé de la rapidité. Time is brain. Mais en dehors de la rapidité, il y a bien sûr la multidisciplinarité. Il faut qu'il y ait une équipe multidisciplinaire coordonnée par un neurologue ou un neuropsychiatre, une équipe formée, mais aussi une filière, un parcours bien défini et dans un cadre spécialisé qu'on appelle unité neurovasculaire. Je tiens à souligner que la prise en charge des AVC commence toujours par la prévention et se termine par la prévention. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler. On parle de prévention primaire, de prévention secondaire. Actuellement, on parle aussi même de prévention tertiaire. Alors, la prise en charge des AVC, comme nous le disions, doit suivre un certain parcours, une certaine filière organisée. Et il y a plusieurs modèles, le modèle canadien et le modèle français que nous allons vous présenter, qui définit ce parcours selon 3 étapes. Il y a une étape préhospitalière, une étape hospitalière initiale, les urgences, et aussi dans le service neurovasculaire. Et la 3e étape, c'est l'étape de réadaptation et réinsertion dans la communauté. Eh bien, par rapport à ces 3 étapes, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons à Kinshasa et peut-être dans notre pays. Et je me pose la question même sur la prise en charge des AVC dans nos provinces. Déjà, pour la phase pré-hospitalière, on insiste sur l'alerte, on en a parlé ici, la reconnaissance des signes d'AVC. Et là, ça pose un grand problème parce qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Et la grande difficulté, c'est que la population ou la victime elle-même ne sait même pas qu'elle a fait ou qu'il a fait un AVC. Ils ne sont pas orientés de manière précise. Il n'y a pas un numéro d'appel. On a dit appeler, mais qui on va appeler? Il existe un programme national, SAMU RDC, mais il n'y a pas d'harmonisation avec les formations sanitaires pour que, dès que le patient a des signes d'AVC, il sait les reconnaître, il sait qu'il doit appeler et comment on doit l'amener à l'hôpital. Deuxièmement, c'est le transport médicalisé qui n'existe pas. On transporte les patients qui sont déjà instables sur des motos, dans des taxis, et ils se déstabilisent encore davantage. Des patients qui ont déjà des troubles de conscience, qui demandent, dès qu'on a des signes, qu'ils soient pris en charge rapidement par rapport aux signes vitaux qu'on peut corriger, l'hyperglycémie, l'hypertension, dans certains cas surtout pour l'AVC hémorragique, et même des problèmes liés à l'oxygène, on ne sait pas le faire. Donc les patients sont transportés
tel que nous venons de vous le dire, et ça pose un problème très sérieux. Et lorsqu'on passe à la phase hospitalière, un autre problème se pose, c'est celui du diagnostic de l'AVC. Dans les hôpitaux où nous avons fait notre étude, il y a certains hôpitaux qui n'ont même pas une IRM ou un scanner. Or, on dit qu'il faut prendre en charge les AVC dans les 3 à 4h30 pour diagnostiquer et dire s'il s'agit d'un cas d'AVC ischémique ou hémorragique pour le prendre en charge correctement. Ailleurs, on parle de thrombolyse ou de thrombectomie mécanique. Du reste, ces choses n'existent pas encore chez nous. Donc, ça pose un problème sérieux déjà. Le problème d'équipement, le problème de diagnostic qui doit se faire dans le temps et même la bourse des patients qui ne permet pas de faire des examens. Dans notre étude, il y a 28% des patients qui n'ont même pas pu faire un examen d'IRM ou de scanner. Alors demandez-vous comment les médecins font pour les soigner, c'est difficile. Et toujours dans cette même phase hospitalière, en dehors de la phase initiale qui consistait à diagnostiquer et à préciser le type d'AVC, il y a bien sûr la prise en charge dans une unité spécialisée qu'on appelle unité neurovasculaire. Ces unités n'existent pas dans notre ville ni dans notre pays. Unité neurovasculaire avec équipe multidisciplinaire. Aujourd'hui, les AVC sont soignés en médecine interne, en réanimation, et d'ailleurs, c'est plus les internistes qui prennent en charge les AVC. Dans notre étude, nous avons vu qu'il n'y a que 21% des cas qui ont été pris en charge par des neuropsychiatres. Et déjà là, il y a un problème de répartition des neurologues ou des neuropsychiatres. Tous sont dans la colline inspirée. Et là, nous demandons vraiment au ministère de la Santé de pouvoir répartir correctement les neuropsychiatres dans la plupart des hôpitaux, surtout secondaires, parce que ça pose un problème très, très sérieux. Et que dire du taux de mortalité? Notre étude a montré que plus de 32% des patients étaient décédés. Et là, il y a beaucoup de questions à se poser. Équipement, formation, unité neurovasculaire, diagnostic et même sur la médication. Et le grand problème que nous avons, c'est celui du protocole thérapeutique. Nous n'avons pas un protocole thérapeutique au niveau national. Et la troisième étape, qui est la phase de réadaptation et de rééducation, c'est encore là tout un grand programme pour prendre en charge les facteurs de risque, pour mettre sur pied ce que nous avons appelé la prévention secondaire. C'est tout un programme. Mais ici, chez nous, le patient n'est suivi que pour son traitement. La réadaptation pose des fois problème. On ne sait même pas faire des visites dans son domicile pour voir comment il va se réadapter. Les aidants sont laissés à leur propre sort. Il n'y a aucun accompagnement des familles des malades. Donc, c'est vraiment des problèmes que nous avons dans notre prise en charge. Ainsi, pour résumer tout ce que nous venons de dire, pour une prise en charge efficace, optimale, efficiente des AVC, il faut commencer par la sensibilisation. Vraiment, nous sommes contents d'avoir ce genre d'émission qui contribue à promouvoir la bonne santé. Et je pense qu'avec les éléments qu'on a donnés, nous pourrons éviter que des AVC s'aggravent et que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui pourront au moins connaître comment se manifeste un AVC et aller directement à l'hôpital. Donc des émissions télévisées comme celle-ci, des émissions radio, des programmes de dépistage des masses par rapport aux facteurs de risque modifiables et bien sûr l'organisation de cette filière. Quand un patient vient, il va traîner aux urgences, il va traîner dans tel et tel service, on ne sait même pas quels examens à faire. Le neurologue n'est pas là. Les études sont claires. Le neurologue, il connaît les guidelines. Le neurologue connaît les recommandations. Des fois, on prescrit beaucoup d'examens inutilement. C'est important que le neurologue puisse piloter et coordonner l'équipe de prise en charge des AVC. Nous avons parlé de la bonne répartition des neurologues, la dotation des formations sanitaires en équipement adéquat, la formation spécifique de tous les intervenants. Et même les médecins généralistes doivent être formés
Ceux qui sont à l'intérieur du pays doivent être formés. Pourquoi pas la télémédecine, hein, des échanges d'expériences pour améliorer la prise en charge. Et nous terminons avec la création des groupes de soutien. Les familles, les aidants, c'est lourd pour les familles de prendre en charge des patients AVC. Et bien sûr, un élément très important, il faudrait qu'à un certain moment, le gouvernement, l'État puisse prendre en charge ce genre de pathologies lourdes qui demandent beaucoup d'argent. Et là, nous parlons de la mutualisation des risques. Et nous pensons qu'avec la CSU, la couverture sanitaire universelle, les AVC pourront être pris en charge dans le cadre de mutuelles de santé. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut très bien l'encourager? Merci. Pendant que le docteur est en train de regagner sa place. Nous voici donc arrivés à la fin de ce match santé quiz axé sur les AVC. Nous avons eu pendant ce match 4 candidats qui ont compéti et 2 ont été qualifiés pour la grande finale de notre tournoi qui a débuté depuis octobre. Nous avons donc M. Augustin Kobongo ainsi que M. Yanis Bansansa qui vont compétir autour du sujet qui sera pour notre grande finale le 26 février. Nous avons eu aussi la présence de 2 spécialistes en matière de neurologie, le professeur Okitundu accompagné du docteur Lissassi du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa qui nous ont parlé en long et en large de ce sujet AVC. Un seul mot, il est important à tous et à toutes de nous prévenir de cette maladie et nous profitons aussi de cette occasion pour vous remercier de votre fidélité, de nous avoir suivis sur la chaîne B1. Nous remercions la grande équipe technique des B1. Nous remercions tous les publics. Vous avez été merveilleux. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même? Voilà, nous remercions toutes les personnes qui sont là. Je voudrais remercier aussi ma famille, Monsieur Cédric Ileka, mon grand frère et mon père, Madame Grachine et toutes les personnes qui sont là. Retrouvons-nous pour les prochains numéros sur la même chaîne. Merci. On peut applaudir.